Les nationalistes dans la résistance, c'est le sujet de notre débat. Alors, messieurs, disons les choses. La thèse qui est soutenue dans le documentaire, c'est que, à leur début, dans la résistance et dans la France libre, il y aurait une surreprésentation de l'extrême droite d'une part et, disons, de la droite traditionnelle d'autre part. Cette appréciation, est-ce que vous la partagez, Olivier Dard ? Alors, une surreprésentation des nationalistes à Londres dans les débuts, sans doute. Alors, surreprésentation par rapport à quoi ? Par rapport aux effectifs extrêmement maigres qui rejoignent effectivement à ce moment-là Londres. La droite traditionnelle, moins, de mon point de vue. La droite traditionnelle, en effet, on va la retrouver, parfois dans la résistance, bien sûr, on pourra en reparler, mais on la retrouve aussi à Vichy, pour le coup, puisque une figure comme Pierre Laval vient bien de cette droite traditionnelle, tout en ayant eu un passé socialiste à l'origine. Donc il faut bien distinguer nationaliste ou extrême droite, vous nous direz quel terme vous paraît le plus adéquat, et la droite traditionnelle, oui, disons. Je dirais nationalistes, ce qu'on appelle les nationalistes, les nationaux, et ensuite effectivement la droite parlementaire, parce que cette droite parlementaire, j'ai évoqué Pierre Laval, il faudrait aussi évoquer Pierre-Étienne Flandin, qui a succédé à Laval et qui en a été une figure de premier plan. Et Guillaume Piketty, pour votre part, est-ce que vous partagez cette appréciation d'une surreprésentation des nationalistes dans la résistance et dans la France libre à leur début ? Alors, je serais très très prudent avec cette notion. Si on considère la résistance intérieure, donc les gens qui combattent en France métropolitaine, et si l'on considère les proto-mouvements, ce qui va devenir ensuite un réseau ou un mouvement, il y a un peu tout le monde. Et si de surcroît, on considère ce que nous étudions maintenant, c'est-à-dire la résistance de tout en bas, ceux qui vont donner un coup de main par-ci, un coup de main par-là, récupérer un aviateur, un soldat en fuite, un proscrit, etc. Alors là, il n'est plus de question de politique. Il n'est plus de question d'adhésion politique à quelque idée que ce soit. L'idée, c'est juste contre l'occupant, pour aider celle ou celui qui est en fuite. Voilà. C'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain, absolument. Et je pense par exemple au livre « Tombé du ciel » de Claire Andrieux, qui raconte la façon dont les pilotes alliés abattus au-dessus de la France ont été pris en charge. Honnêtement, il n'est plus question de politique à ce moment-là. Vous voyez, donc ça dépend à quel niveau de la résistance, quel niveau de responsabilité dans la résistance on se place, et à quel moment dans la chronologie de la guerre. Quant à la question française libre, oui, bien sûr, il y a eu des nationalistes, comme on va les appeler aujourd'hui dans la France libre. Mais à nouveau, est-ce qu'on considère la France libre de Londres, finalement pas tant de monde que cela, ou celles et ceux qui portent un uniforme et qui, le cas échéant, sont beaucoup plus loin dans le vaste monde, vous voyez, donc je me méfie de ces proportions. Ce qui est sûr, en revanche, c'est leur présence. Bien sûr, et leur présence décidée, souvent dès le début, et un certain nombre d'entre eux n'ont pas vu la fin de la guerre tellement qu'ils se sont engagés, ça c'est certain. Et comment expliquer leur, soit surreprésentation, soit présence, en tout cas, vous me direz que s'il y avait de tout, il était normal qu'il y ait des nationalistes, mais enfin, d'abord, c'est quoi un nationaliste ? Non, justement, je rebondis juste sur ce que disait Guillaume Piketty. Moi, je parlais de la France libre de Londres en 40. Oui. Voilà, faut bien préciser les choses. Alors, qu'est-ce qu'un nationaliste ? C'est quelqu'un, si vous voulez, qui, pendant l'entre-deux-guerres, est issu principalement de ce qu'on appelait les ligues, et en particulier une ligue comme l'Action française de Charles Maurras, qui était une des plus mobilisées, et qui, par conséquent, a été élevé politiquement dans la tradition d'une germanophobie, ce qui a d'ailleurs provoqué au sein de l'Action française, ou de ce qu'il en restait en 40, un certain nombre de conflits. Mais il y en a d'autres, il y a les Jeunesses patriotes... De Tétinger, un député qui s'appelle Tétinger. Voilà, Pierre Tétinger, il y a les croix de feu du lieutenant-colonel de La Rocque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ligues n'existent plus depuis 1936, qu'elles ont donné lieu à des partis, et en particulier au célèbre Parti social français du lieutenant-colonel de La Rocque, 1 100 000 membres à la veille de la guerre. Ça, c'est avéré. Ah ben, c'est ce que disent les dernières estimations des collègues historiens. Oui. Et donc, évidemment... parce que c'est vrai que c'est immense. C'est absolument immense. Et plus les travaux se font sur le PSF, plus c'est absolument impressionnant d'observer à quel point ce parti a été important, même si son histoire, évidemment... On ne va pas s'épuiser en... Non, bien sûr. Non, je voulais dire, on ne va pas... Oui, mais juste une précision. Où les classer, les croix de feu ? Est-ce que c'est des nationalistes ? Est-ce que c'est de la droite conservatrice ? Oui, alors les croix de feu, si vous voulez, feraient partie de ce qu'on appelait dans les années 30 les nationaux. Oui. Alors, simplement, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein même de ces mouvements,
vous avez plusieurs sensibilités. Aux jeunesses patriotes, vous avez une sensibilité clairement nationaliste, une sensibilité plus nationale, et ce qui les unit en règle générale, c'est quand même un certain rejet du parlementarisme, donc ça les met relativement à l'écart pour un certain nombre d'entre eux de la droite parlementaire. Guillaume Piketty. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Olivier Dard, c'est que il faut bien avoir en tête un tout petit détail, si je puis dire, un événement minuscule qui s'appelle un désastre, qui est le désastre de 40. Oui. Et je pense qu'il faut absolument essayer de mesurer l'ampleur de ce qui se produit en 1940 dans les esprits, dans les émotions, et le cas échéant, dans les options qu'à ce moment-là, les gens vont prendre. Et donc, on a pu être national ou nationaux avant la guerre et devenir quelque chose d'autre et faire un choix. Mais tout ceci rebattu, réorganisé, modifié par la catastrophe de 1940 et par la naissance du régime de Vichy, etc. C'est à peu près 100 000 morts en 40 jours ? C'est un petit peu moins que ça, mais c'est un rythme qui est un rythme équivalent à celui des pires boucheries de la Première Guerre mondiale. Et rappelons-le, pour nous ça paraît évident, mais rappelons-le, de 10 mai 22 juin 40, donc 100 000 morts, la Troisième République à terre, surtout la débâcle. Les plats pouvoirs au maréchal Pétain, 7 millions de personnes sur les routes, 1 800 000 soldats et sous-officiers et officiers qui partent en Allemagne, certains vont revenir 95 000 enfants perdus qui se baladent sur les routes, qui cherchent leurs parents. Absolument. Donc c'est le chaos complet. C'est un cataclysme. Absolument. Oui. Et de ce cataclysme vont naître des choix nouveaux, dont certains se situeront en droite ligne des choix précédents la guerre, et d'autres très différents. Et de toutes les façons, tout cela va induire des évolutions. Vous voyez, Daniel Cordier est Action française au début de la guerre. Il a fondamentalement changé d'option à la fin de la guerre. C'est pour ça qu'il faut se défier de ces catégorisations. Je comprends très bien votre scrupule, votre souci de rigueur. Mais d'un autre côté, ils ont une culture politique, ces gens. Oui. Elle les influence. Et je ne dis pas qu'elle les détermine. Mais enfin, elle les influence. Marie-Madeleine Fourcade, elle a une culture qui va fonder le réseau Alliance, par exemple, qui est une des personnalités éminentes dont on parle à juste titre dans ce documentaire, qui mériterait d'ailleurs d'être plus connue en ce moment. Elle mériterait qu'on en parle bien davantage, parce qu'on est une époque où on aime plutôt mettre en avant des figures féminines. En voilà une qui est remarquable, Marie-Madeleine Fourcade. Cette dame, elle vient, disons, de l'extrême droite ou de la droite nationaliste. Oui. Je crois qu'on peut dire ça. Est-ce qu'on peut dire, mais vous comprenez, ces classifications sont caduques à partir de l'été 40 parce que tout est remis en cause par... je comprends ce que vous voulez dire, et en même temps, est-ce qu'on peut... J'ai pas dit caduque. Oui. Je me permets de vous interrompre. Bien sûr, mais c'est crucial ce que vous dites. J'ai pas dit caduque, je dis simplement que ce qui se passe, c'est un désastre absolu, c'est un pays sans dessus-dessous, et c'est tout d'un coup un argument essentiel, c'est l'ennemi est chez moi. Et donc je vais faire en sorte de lutter contre cet ennemi qui est chez moi, qui m'impose tout, qui spolie, qui prélève tout ce qu'il peut prélever sur la France, et on reparlera politique ensuite. Oui. Vous voyez, donc je comprends. Ça ne veut pas dire que les croyances, les adhésions sont toutes caduques, ça veut dire qu'une urgence s'impose qui n'est pas que politique. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais qu'il y a aussi à prendre en compte le problème justement de la hiérarchisation des priorités. Voilà. Et effectivement, et c'est ce qui va diviser la sphère maurassienne, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de gens dans ces milieux maurassiens. On parlait de Daniel Cordier, on pourrait parler de Gabriel Choiseul de Praslin, enfin il y en a toute une série qu'on connaît bien, qui vont considérer que, quelle que soit leur haine de la Troisième République, de l'Ancien Régime, la sympathie qu'ils peuvent avoir pour certains, pour la figure du maréchal Pétain, et c'est un élément qui compte. La question des vichistes-résistants est importante, mais l'essentiel, c'est quand même la lutte contre l'occupant. Et ça, c'est un point absolument déterminant. Il y a un aspect générationnel dans tout ça, c'est plutôt les jeunes, ou les gens qui ont fait 14-18 sont plus déférents vers le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, ou c'est trop simpliste de penser ça ? Non, parce que vous pouvez... Alors, certains, évidemment, ont été plus déférents vis-à-vis de la figure du maréchal, mais d'autres se sont dit, non, la guerre continue, en fait, nous sommes toujours dans cette guerre de 30 ans, tiens, Brossolette l'écrit dès le 7 juillet 1940, nous sommes dans une guerre de 30 ans. C'est terrible, en même temps, de devoir penser ça, il faut mesurer ce qu'ont vécu ces Français, enfin, c'est effarant de penser. Imaginez que vous êtes en guerre de 30 ans.
Oui, ou au contraire, c'est se dire que, bon, oui, une catastrophe vient de se dérouler, mais elle suit une victoire à la Pyrrhus, à mon avis, mais une victoire néanmoins. De 1918. Et elle pourra être suivie par une autre victoire. Donc c'est quelque part entretenir une forme d'espoir, si vous voulez. C'est pour remettre dans le temps long le désastre qu'on vient de vivre. Exactement. La figure, l'image de la guerre de 30 ans a été également employée par De Gaulle, par écrit et par oral, à ce moment-là. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. C'est un classique. Alors, il y a des résistants de la première heure. Alors, Henri Fresnel, lui, c'est plutôt, disons, c'est une droite traditionnelle ou c'est un nationaliste? Oui, plutôt avec une empreinte démocrate chrétienne chez lui et le poids de l'armée. Voilà. C'est un officier de carrière. Oui, et c'est très important dans le rapport que Fresnel a au maréchal Pétain. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre, et là le documentaire le montre bien, un certain nombre de résistants qui ont 40 vont considérer que Vichy, bon, la révolution nationale ne serait pas si mal si, évidemment, sa priorité, c'est ce qu'il pense par rapport à Pétain, est de lutter contre l'occupant. Lutter contre l'occupant à l'abri de Vichy, en profitant, comme le dit un de nos collègues, Olivier Viviorca, de l'appareil d'État. Là où évidemment les choses se grippent, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est à partir de Montoire. Mais quand Laval est renvoyé, certains se disent ouf, mais ça dure très peu de temps, le film l'explique bien. Et ensuite, plus les mois passent, plus effectivement la possibilité de pouvoir faire de la résistance à l'ombre de Vichy est de plus en plus illusoire. Alors, et en même temps, le cas de François Mitterrand a entraîné une réflexion sur ces parcours un peu ambigu, ou en tout cas a nourri cette réflexion. Et moi, j'ai vu surgir l'expression le vichisto-résistant. Alors peut-être que pour un professionnel comme vous, elle existait depuis très longtemps, je ne sais pas. Mais où est-ce qu'elle est? Il m'a semblé qu'elle avait, son apparition avait été favorisée par la perplexité qu'a inspiré, la surprise d'abord, puis la perplexité qu'a inspiré le parcours de Mitterrand quand il a été rendu public il y a 30 ans maintenant, en 1994. Alors, ce sont des gens qui sont anti-allemands, oui, mais ils sont dans l'appareil de Vichy. Oui. Mitterrand en est un exemple célèbre. Mais leurs sentiments envers la collaboration d'État, quels sont-ils? Je pense que typiquement, ces gens-là correspondent à ce qu'Olivier Dard expliquait très bien il y a quelques instants. C'est-à-dire, tant que Vichy donne une forme d'assurance qu'une lutte se poursuit contre l'ennemi allemand, alors on suit Vichy. Et donc on est vichiste. Bon. À partir du moment où Vichy bascule dans une collaboration de plus en plus poussée, alors il n'est plus possible de rester vichiste, et donc la part résistante de vichisto-résistants devient de plus en plus importante. Et je crois, moi, que vous avez employé le mot ambiguïté. Oui. Mais je pense qu'il faut l'employer, effectivement, mais également au sujet de la situation de ces gens à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était très très difficile de s'orienter, très très difficile de comprendre qui faisait quoi. Est-ce que le maréchal joue double jeu? Oui, nous on connaît la suite, nous on sait tout, on sait tout. Eux, ils savent pas tout. Mais ils ont quand même quelques indices. Certes, mais malgré tout, il est plus difficile de s'orienter sur le moment qu'après coup, quand on connaît la suite. Naturellement. Vous avez aussi une aura du maréchal Pétain, ce qu'il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. C'est clair dans les lettres de Mitterrand au printemps 42. Il est parfaitement différent envers le maréchal Pétain. Alors, donc de ce point de vue, le novembre 42, l'invasion de la zone sud, c'est un tournant, je suppose. Ça clarifie, radicalise les choix. Mais je pense qu'il y a un pré-tournant, un premier tournant juste avant, c'est la prise de conscience de ce que signifie la politique antisémite. Oui. Lancé par Vichy sans même la demande des Allemands, puisque le premier statut des Juifs est quand même intervient au mois d'octobre 1940, avant même qu'on demande quoi que ce soit. Et là, ce sont les grandes rafles. Et puis ces gens qui sont emmenés, qui sont mis dans des camps, qui partent pour une destination inconnue, mais inquiétante. Et tout ça commence à travailler les esprits. Et puis après, effectivement, il y a le débarquement allié en Afrique du Nord, l'invasion de la zone dite libre par les forces allemandes, et là, toutes les cartes sont rebattues. Oui. Et alors, tout à fait d'accord, on a parlé de Montoire, également, point fondamental, la question de la main-d'œuvre. Alors ça, c'est plutôt le STO, la relève 42, mais tout ça, 42 et le STO 43. Mais 43. Tout ça, si vous voulez, s'associe à l'idée que finalement, Vichy se montre incapable de défendre ses nationaux. Et ça, c'est un point, évidemment, qui
pour les milieux qu'on étudie, joue de façon importante, même si, ne l'oublions pas, un certain nombre d'individus qui ont gravité exactement dans les mêmes eaux vont, au fur et à mesure de la guerre, parce que je pense qu'au fur et à mesure de la guerre, les opinions évoluent, eux, d'autres, vont se radicaliser. Quand vous pensez qu'un homme comme Joseph Darnan, double héros des 2 guerres mondiales, finit dans la Waffen-SS, ça laisse absolument pantois. Mais c'est une réalité. Ou un Philippe Henriot, etc. Ça laisse pantois, mais c'est une réalité. Et donc, il faut évidemment en tenir compte, car il y a la collaboration, mais je crois qu'il y a aussi un élément qui est très important et dont on ne parle peut-être pas assez, c'est une forme de nazification, j'emploie volontairement le terme, on est au-delà du fascisme, on est dans une forme de nazification, si vous voulez, d'un certain nombre d'acteurs qui ont une admiration pour le Reich qui est de plus en plus marquée, et particulièrement d'ailleurs après l'échec, après l'effondrement du régime italien. Ah bon, c'est de la dernière heure, alors C'est progressif, si vous voulez. C'est progressif, c'est en même temps aussi une forme de haine de soi, par rapport à ce qu'est devenue la France à leurs yeux. Alors, il y a un paradoxe, je crois, c'est que la résistance tient volontiers un discours fédérateur, Aragon, son fameux poème, avec l'idée que l'important c'est les valeurs qu'on défend, enfin le combat qu'on mène ensemble, peu importe ce qu'on a fait avant. Très bien. Et en même temps, après coup, le rôle de ces nationalistes, dont je veux bien qu'il n'ait pas été, comment dirais-je, dominant à aucun moment que ce soit, mais ce rôle a quand même été, il me semble-t-il, très peu évoqué. Très peu évoqué. Et comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce que ces gens-là n'ont pas eu de relais pour entretenir leur mémoire, contrairement à, par exemple, des gaullistes de stricte obédience, si j'ose dire. Parce que Madeleine Fourcade, par exemple, Marie-Madeleine Fourcade, elle est présentée, là j'ai une petite divergence avec le documentaire, elle est présentée comme une gaulliste qui va faire une brillante carrière. Elle sera, je crois, députée, mais enfin, elle ne sera jamais au cœur de l'appareil gaulliste. Elle ne sera jamais une gaulliste. Je pense que De Gaulle, ou les siens, lui tenaient certainement grief d'avoir travaillé avec les Anglais, et non pas avec la France libre, au sein même de cette famille de pensée, où ces gens, il y avait quand même des rancunes tenaces qui ont joué leur rôle après-guerre. Pas forcément par rapport à elle, mais par rapport à d'autres, oui, parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est Giraud, et les gironnistes, le général Giraud va permettre, après 1942, une fois Darlan éliminé, le documentaire l'explique bien, eh bien, le recyclage aussi d'un certain nombre de vichisto-résistants. Pendant ce temps-là, ne l'oublions pas non plus, il y a une poussée du Parti communiste et des communistes au sein même de la résistance. Un De Gaulle qui est dans un jeu de bascule, il y a un jeu de bascule de Gaulle-Giraud du côté des communistes, et tout ça, évidemment, complexifie encore un peu plus à la fois la vie politique, évidemment, qui s'amorce à la fin de la guerre, et l'immédiate après-guerre, à l'heure où, effectivement, on entre dans ce qu'on appelle le tripartisme. Et Guillaume Piketty, qu'en pensez-vous ? Et j'en pense que j'allais citer le tripartisme, effectivement, et dans lequel les forces gaullistes que vous évoquiez comme ayant possiblement ostracisé certains nationaux après la guerre, en fait, ils n'ont plus voix au chapitre, les gaullistes, à ce moment-là. Oui, non. Oui, non, mais par contre, ils reviennent au pouvoir après. Ah oui, mais bien plus tard. Oui. Bien plus tard, il s'est passé beaucoup de temps. Et là, les objectifs sont un peu différents. C'est-à-dire que De Gaulle revient au pouvoir dans les conditions que l'on sait en 1958, doit affronter la fin de la guerre d'Algérie ou d'indépendance algérienne avec cette tentative de putsch, et se trouve là très conscient qu'il s'agit de rétablir une forme d'unanimité nationale, d'où la figure de Moulin au Panthéon. Et dans ces cas-là, il faut faire simple, si vous voulez. Et donc, les nuances d'engagement des uns et des autres, et du moment de l'engagement de l'un ou l'autre pendant la guerre, tout ça est un peu mis de côté. D'ailleurs, c'est significatif, pardonnez-moi de vous couper, mais Jean Moulin est le seul personnage en 10 ans de Gaulle à l'Élysée, c'est le seul qui transfère au Panthéon. Oui. Aujourd'hui, on fait beaucoup de transferts au Panthéon. À l'époque, c'était exceptionnel. Enfin, en tout cas, sous De Gaulle, en 10 ans, décembre 64, c'est la seule fois où une personnalité, où la dépouille d'une personnalité est transférée. Mais parce que là, il y a un message très, très fort qui a notamment été mis en évidence par Henri Rousseau dans un de ses livres. C'est cette idée de choisir une personnalité
qui soit incontestablement résistante, bien, naturellement, dont les liens avec De Gaulle soient incontestables, oui. pour rappeler le fond du fondement de la légitimité gaullienne, c'est-à-dire la résistance, la France libre et la résistance. Voilà. À un moment où il est contesté pour les options qu'il a prises pour en finir avec le conflit algérien, contesté également sur la dimension élection présidentielle au suffrage universel. Et donc là, il installe au Panthéon une personne incontestable, mais totalement lié à la résistance, pour réaffirmer sa légitimité de 1000 ans, en quelque sorte, comme il l'aurait dit, vous voyez. Et donc là, il n'y a plus de nuance. C'est ça. Donc cette simplification se fait peut-être au préjudice, en termes de mémoire, de cette partie de l'échiquier. Mais si vous voulez, n'oubliez pas, on parlait du tripartisme. Effectivement, c'est les démocrates chrétiens du MRP, les socialistes et les communistes. Ça, c'est sous la 4ème République, entre 46 jusqu'en 48. Non, 44, 46. Ah oui, après les communistes s'en vont, mais il y a des gouvernements de coalition. Il y avait un parti qui s'était créé, dont on parle peu, et qui rêvait d'être le 4e grand parti, qui s'appelait le Parti républicain de la liberté, le PRL, dirigé par le fils de Clémenceau. Et ce parti a commencé, alors évidemment ça n'a pas duré très longtemps, mais à avoir un certain nombre de suffrages lors des scrutins qui pouvaient exister, pour essayer de reconstituer une forme de droite française, et on retrouve alors là, dans ce PRL, d'anciens nationaux. Et ces gens-là, le PRL va échouer, mais un certain nombre d'entre eux vont se retrouver dans un des grands partis de la 4e République, là, qui est un pivot de la droite parlementaire, qui s'appelle le Centre national des indépendants et paysans, le parti d'Antoine Pinet et de jeune Valéry Giscard d'Estaing, etc. etc. Donc, si vous voulez, les équilibres évidemment ont changé, mais les forces antérieures n'ont pas complètement disparu non plus. Est-ce que alors on parlait d'un cas très intéressant avant le début de l'émission, c'est celui du bras droit du colonel de la Roque, Charles Valin. Vous qui êtes un spécialiste de Brossolette, vous avez raconté dans votre livre que Brossolette monte une opération magnifique pour faire venir le bras droit du colonel de la Roque à Londres. Il l'exfiltre, on est je crois en 42. Oui. Et Valin, après avoir fait un discours adressé au maréchal Pétain depuis Londres, où il désavoue Pétain, il explique pourquoi il se rallie à De Gaulle, espère, c'est assez logique, être en quelque sorte homologué, si l'on peut dire, comme authentique résistant, et ça ne se passe pas très bien finalement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une opération qui a lieu à l'été 1942, et au cours de laquelle, grâce à laquelle, Pierre Brossolette fait venir de France des socialistes, notamment André Philippe et Louis Vallon, et Charles Valin, donc PSF, l'autre côté de l'échiquier politique en quelque sorte, avec l'idée que, à tout le moins, Philippe et Valin entrent dans ce qu'on appelle CNF, donc le Comité national français, le proto-gouvernement présidé par le général de Gaulle. Il avait le souci, Brossolette, de restituer le pluralisme des différentes familles de pensée et de le placer sous la bannière gaulienne pour le temps de la guerre. Donc, voilà. Et Philippe va faire partie du CNF, et Valin va l'espérer. Donc c'est le mois de septembre 1942, et finalement ça ne se fait pas parce que sa présence suscite une levée de bouclier à Londres chez un certain nombre de socialistes qui sont à Londres et qui résistent depuis Londres, mais qui voient son arrivée d'un très mauvais œil, et puis parce qu'en France le Parti communiste commence à devenir une force extrêmement importante avec laquelle il faut compter, et De Gaulle choisit d'envoyer Charles Valin loin de Londres, inspecter des troupes. Et donc cette opération montée par Pierre Brossolette ne va marcher qu'à moitié, pour la moitié SFIO, mais pas la moitié PSF. C'est assez paradoxal quand on sait d'où vient De Gaulle, sa famille de pensée d'origine. Oui, mais c'est aussi le moment où, vous voyez, nous sommes à l'automne 42, et comme chacun sait, l'automne suit le printemps 42, et au printemps 1942, De Gaulle a donné des gages républicains extrêmement forts, a rédigé cette déclaration au mouvement de résistance qui a été publiée dans la presse clandestine au mois de juin 1942, dans laquelle il explique très clairement ce qu'il va faire et ce qu'il a fait, c'est-à-dire restauration de la République et donc de la démocratie en France, la libération. Alors, de Gaulle fait vraiment de la politique à ce moment-là. Bien sûr, mais c'est-à-dire, bon, les croix de feu sentaient un peu le soufre je veux dire, aux yeux de la gauche. Aux yeux de la gauche, mais c'était le fascisme. Non, mais pour eux, c'est assez clair. Mais je rappelle aussi que, et Guillaume Piketty sait très bien, que Pierre Brossolette, c'est l'homologie par rapport au sujet, était considéré par certains résistants
résistants à Londres, notamment Ricueil, comme une sorte de fasciste aussi. Donc, si vous voulez, le terme permet de désigner toute personne, si vous voulez, désireuse de changer les choses et de sortir de ce modèle tertiaire républicain. Parce que ce qui caractérise quand même un certain nombre de résistants, dont Brossolette, c'est qu'ils ont, non pas fait leur deuil de la République, mais considéré que cette République parlementaire telle qu'elle fonctionnait devait être réformée en profondeur. Mais ça, je crois que c'est un sentiment assez répandu. Chez les résistants, ils veulent en finir avec la Troisième République. Jusqu'en 1942, tous les grands chefs et toutes celles et ceux qui écrivent, souvent ceux qui écrivent dans la presse clandestine, sont dans une logique de tabula rasa pour reconstruire un régime, certes républicain. Ils sont même très violents dans leurs appréciations. Il y a dehors les vieux débris. Enfin, quand on parle de faire revenir les chefs de parti de la Troisième, quelqu'un comme Claude Bourdet écrit des articles très virulents contre le retour des chefs de parti. Mais parce que ce sont des gens ce sont des survivants du cataclysme que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais par rapport à Valin, je finis sur un dernier point. C'est que, très court, s'il vous plaît. C'est qu'il aurait amené avec lui, et c'est ce qu'il espérait d'ailleurs, non seulement les anciennes troupes du PSF, mais aussi tous les anciens combattants de la Légion des combattants, qui étaient quand même très liés à ce Parti social français. Et là, évidemment, eux, ils vont aller ailleurs. Ça ne s'est pas fait. Merci, messieurs, pour ces échanges passionnants. Oui, décidément, la résistance, la France libre, pour comprendre ce qu'elles ont été, il ne faut pas être manichéen. Je recommande chaleureusement le livre d'Olivier Dard et le livre de Guillaume Piketty, qui, je le rappelle, se lit comme un roman sur Brossolette. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne Le Figaro TV, en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à très vite.